Madame, Monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison footballistique 2020-2021 sur Canal Algérie. Vous le savez, une saison qui s'était arrêtée le mois de mars dernier en raison de la pandémie du Covid-19 et qui va reprendre ses droits très bientôt en Algérie à partir du mois de novembre. La reprise du championnat professionnel de Ligue 1 et puis bien sûr le championnat de Ligue 2. Aujourd'hui au sommaire de cette émission, bien sûr, on va revenir longuement sur les préparatifs des Fennecs de l'équipe nationale algérienne qui est en stage depuis le 5 et jusqu'au 13 avec 2 matchs d'application dont un qui a été joué face au Nigeria. On va y revenir très longuement et le match qui se profile, celui de mardi face à l'équipe mexicaine. Et puis bien sûr, nous ferons un point sur les préparatifs des clubs de Ligue 1 qui sont à pied d'œuvre afin de débuter cette nouvelle saison avec 20 clubs. C'est exceptionnel et ça sera une première. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir le vice-président de la Ligue professionnelle de football, Monsieur Belguidoum Ferrour, qui est également le porte-parole de la Ligue professionnelle de football et président de la commission d'homologation des stades et des terrains de foot. Monsieur Belguidoum, bien le bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre appel. Salam alaikum, merci pour l'invitation et très honoré d'être avec cette pléiade. Sismaïn, Saïd, Cheikhna. Ils auront plein de questions à vous poser aujourd'hui concernant donc les préparatifs. Avec plaisir. Et voilà, il l'a annoncé avec nous également. Il nous arrive de Constantine Smaïn Benkaïdi, notre journaliste. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, Smaïn. Très heureux aussi d'être parmi mes amis. Et puis la nouvelle saison, eh bien, on est tout... c'est croustillant. On attend la reprise avec beaucoup d'impatience parce qu'on a des fourmis aussi dans les pieds comme les joueurs. Eh ben oui, c'est ce qu'on va voir ce qui va se passer. Également avec nous, la reprise. Donc pour cette reprise, Abdelnour Kawa, ex-international, entraîneur des gardiens. Il a été avec nous durant toute la saison dernière. Heureux de vous retrouver, Abdelnour. Moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver. Ça commençait un peu à nous manquer. Bon, vivement la reprise. Et puis j'espère que les émissions que nous allons présenter seront encore de plus en plus intéressantes pour nos amis téléspectateurs. Complète, hein, c'est tout ce qu'on souhaite également pour nos téléspectateurs. Celui qui nous accompagne également, notre spécialiste en la matière, donc c'est Saïd Fellek qui nous rejoint pour ce premier numéro de l'émission. Saïd, heureux de vous retrouver. Plein de choses se sont passées malgré la pandémie du Covid, mais il y a plein de choses à raconter. Exactement, donc on va y revenir. Hakim, bonsoir, et nous sommes tout autant heureux de se retrouver autour de cette table et de parler football parce que ça nous a manqué depuis le mois de mars, donc on est tellement heureux et de retrouver, Inch'Allah, pour une nouvelle saison triomphante. Allez, juste avant d'entamer donc notre périple pour cette émission, première question que je voudrais poser à notre vice-président. Ça se passe comment réellement, concrètement, les préparatifs pour cette entame de saison 2020-2021? Au niveau de la Ligue, ça se passe le plus normalement du monde. C'est que c'est des préparatifs beaucoup plus administratifs qu'autre chose. C'est que c'est vrai qu'on a commencé à recevoir tout ce qui est, comment vous dire, préparatifs pour les stades, audit, homologation des stades, et les licences des équipes, des engagements beaucoup plus, je voulais dire ça. Et c'est pour ça que je dis que le plus normalement du monde, comme d'habitude. On appréhende un petit peu avec ce changement, avec 20 clubs en Ligue 1, 2 fois 16 clubs en Ligue 2. On appréhende un petit peu la programmation, les préparatifs, ou est-ce qu'on est serein, on est sûr Non, pour nous, en tant que ligue professionnelle, c'est qu'on n'a que 20 clubs professionnels, parce que les deux autres groupes des deux, c'est pour la ligue amateur. C'est-à-dire que ça ne concerne pas la ligue professionnelle. C'est pour ça qu'on aura 20 clubs. Et je pense que gestion administrative, il n'y a pas de souci. Après, vous voulez dire, vous parlez beaucoup plus sur les nombres de matchs que ça va engendrer pour nous en tant que ligue. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On aura l'occasion d'en parler très longuement, puisque même mes collègues auront plein de questions à vous poser. Allez, sans trop nous attarder, on vous avait parlé donc des préparatifs des Verts de l'équipe nationale. Notre rubrique Allez les Verts revient aussi pour cette saison. Ça sera juste après le jingle.
Allez donc pour ce qui est de l'équipe nationale, je vais commencer par donner la parole à notre spécialiste. Il a été et il a suivi de très très près les préparatifs donc du stage des Fenech, mais également tout ce qui concerne les préparatifs du sélectionneur national Djamel Belmadi, la visioconférence qu'il avait donnée, mais également le choix des joueurs, les deux stages qui se profilent donc pour l'équipe nationale et puis bien sûr les préparatifs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Saïd Fellek, je vous donne la parole. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Il s'est passé plein de choses depuis cette visioconférence de Djamel Belmadi juste avant le début du stage des Fenech. En effet, en raison donc de la pandémie, de la situation sanitaire, donc il y a eu cette conférence de presse via visioconférence, l'occasion pour le coach national Djamel Belmadi de parler un petit peu, de revenir sur les préparatifs entamés de cette sélection qui est, vous l'avez bien souligné Hakim, en stage depuis le 3 octobre, plutôt le 5 octobre plutôt, ça a commencé en Autriche. Avant de rallier par la suite au terme du match face au Nigeria, donc les Pays-Bas pour ce match attendu face au Mexique. Les préparatifs se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles, puisqu'on craignait à un moment donné des joueurs, à un moment donné on pensait, on craignait disons, ce virus du coronavirus. Donc à un moment donné, les joueurs ont effectué les tests PCR. Donc heureusement, les tests se sont révélés négatifs. Donc ça a soulagé le coach national. Il y a eu des blessés. Donc on va citer... voilà. On parlera surtout des joueurs qui étaient convoqués, qui se sont blessés lors du stage, à l'image de Farhat ou même Zefan, qui ont été libérés. Donc il n'y a pas eu énormément de chamboulements dans le groupe, puisque le coach Djamel Belmadi avait pris avec lui pas mal de remplaçants aussi. Concernant les plans du coach par rapport à ces deux matchs, il l'a bien souligné lors de la conférence de presse qu'il a toujours voulu affronter des équipes d'un palier supérieur, histoire de se mesurer, de savoir où l'équipe en est par rapport à sa préparation, quand on sait que l'équipe nationale n'était plus en stage depuis 11 mois, depuis le mois de novembre 2019. Donc les retrouvailles, on avait quelques appréhensions par rapport à ces retrouvailles. Dieu merci, je dirais que pour ces retrouvailles, l'équipe nationale s'en est bien sortie avec cette victoire face au Nigeria, malgré un effectif quand même assez chamboulé, puisque ce n'était pas l'équipe type habituelle qui a affronté cette équipe du Nigeria. L'équipe type a été laissée au repos quasiment pour ce match face au Mexique, qui sera peut-être d'un niveau plus supérieur. Mais dans l'ensemble, on a vu un Djamel Belmadi assez serein durant cette conférence de presse, mis à part vers la fin de cette conférence de presse, puisqu'il a eu à aborder le cas, un coup de gueule par rapport... Voilà. Bon, on en a l'habitude à un moment donné avec Djamel, donc quasiment chaque conférence de presse, c'est l'occasion pour lui un petit peu d'évoquer ou de parler de ce qui le dérange. Donc à un moment donné, il est revenu par rapport au cas de Houssam Aouar, qui a finalement choisi, sans surprise, je dirais, l'équipe de France, donc le coach national. Et il faut souligner qu'aucun journaliste algérien n'a posé la question à Djamel Belmadi par rapport à Houssam Aouar, parce que... Il a piqué un coup de gueulante parce qu'il a lu que, soi-disant, il avait dit, on a un petit peu peut-être modifié ce qu'il avait annoncé. Puisque lui dit qu'il n'a jamais dit, justement, qu'il ne suivait pas les joueurs. Et voilà, donc à un moment donné, on l'avait même souligné que Djamel Belmadi est allé voir Houssam Aouar il y a déjà plusieurs mois de cela. Il a essayé. Djamel Belmadi n'a pas apprécié le fait de dire que lui et la fédération n'ont rien fait pour convaincre ces joueurs binationaux de choisir l'Algérie. Si on doit citer Houssam Aouar, il y a d'autres joueurs qui vont venir à l'image de Gouiri et d'autres. Et Tenouri, si on doit citer que ces deux joueurs. Donc il a poussé une gueulante, si on peut dire ça comme ça. Donc à un moment donné où il a expliqué qu'il a fait les choses dans les normes, il a fait le travail et qu'au final, libre choix aux joueurs de venir ou non, soit de choisir l'Algérie ou la France. Et comme je le disais, on n'était pas surpris puisque Houssam Aouar était quasiment plus porté vers l'équipe de France. Donc, mis à part ce coup de gueule vers la fin, c'était un coach, moi j'ai trouvé Djamel Belmadi assez serein, mais si c'était, il faut souligner aussi que faire une
conférence de presse via visioconférence. C'était une première pour nous les journalistes sportifs et pour la fédération algérienne. Il y a eu quelques couacs, mais bon, rien de bien méchant. Et au final, il y a eu cette victoire, cette première victoire, en attendant, Inch'Allah, une deuxième. Bon, on l'a toujours dit également, Abdelnour Kawa, je reviens vers vous avant de poser la question auprès à vous, vice-président de la Ligue. Un entraîneur qui fait ses choix, qui prend des décisions, il est libre. Il a un contrat moral, il a un contrat avec la fédération, il a un contrat avec le pays. Il est en charge de sélectionner. C'est lui qui prend les décisions qu'il a envie de prendre. Il l'a même déclaré lors de la conférence de presse, je pense. Il avait dit « Je suis le seul à sélectionner ». Je crois que là, il y a un faux débat. Comme à chaque sortie. Comme à chaque sortie, effectivement. Je pense que depuis l'arrivée de Belmadi, beaucoup de choses ont changé. Il a été critique au départ, on avait dit que c'était le troisième choix, etc. etc. Mais Choix par défaut. Choix par défaut et tout. Lui, il a accepté cette mission. Et je pense que non seulement il a relevé un énorme défi, parce que c'était une équipe qui était pratiquement en déconfiture, une équipe nationale qui n'avait plus d'âme. Il a réussi en peu de temps à redonner une âme extraordinaire à cette équipe. Et ça s'est terminé par une victoire en Coupe d'Afrique. 29 il ans était après. le seul à le dire. Il était le seul à le dire. On pensait qu'au début, il est en train de dire n'importe quoi. Et finalement, on est sur le toit de l'Afrique. L'histoire lui a donné raison. L'histoire, non seulement lui a donné raison. Et là, logiquement, moi, je me mets un peu à sa place. Être victorieux, avoir une Coupe d'Afrique. Il a été contacté par pas mal de clubs et de pays Qu'il a refusé. qu'il a refusé. Je pense qu'il a entamé une mission. C'est un gars, moi j'ai eu l'occasion de le connaître en équipe nationale, puisque j'étais dans le stade de Madjer contre le fameux match France-Algérie. C'est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout. Au cours d'une conférence qu'il avait, donnée à Canal+, il avait dit maintenant mon objectif c'est la Coupe du Monde. Bon. Ça reste un objectif. Aller le plus loin. Bon, bien sûr, le rêve est permis. Le rêve est permis. Tout comme bon, ça ne va pas être une Coupe d'Afrique. Hein, c'est une Coupe du Monde, c'est autre chose. Mais là, je pense que laissons-le travailler. Bon, il y a certains journalistes qui posent des questions qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce qui est en train de se faire. Maintenant, en parlant de Aouar, pour moi, c'est un faux débat aujourd'hui. Il a fait un choix, comme beaucoup d'autres ont fait le choix. Exactement. On ne peut pas forcer un joueur à venir s'il n'a pas envie de venir. Donc c'est un libre choix. Aujourd'hui, on est en train de voir, pour ce fameux match contre le Nigeria, on est sur une série de victoires et c'est tant mieux. Il a ramené quand même des joueurs. C'est une version inédite de l'équipe nationale que nous avons vue contre le Nigeria. Ouais. Donc c'est des nouveaux joueurs. Je pense, laissons-le travailler et puis attendons un peu le... vous savez, il y a un fameux dicton qui dit les chiens aboient, la caravane passe. Bon, laissons-le travailler sereinement. Je sais ce qu'il est en train de faire, il sait ce qu'il est en train de faire, et puis je pense qu'avec tout le staff qu'il a, rien ne se fait au hasard. Les joueurs qui ont été convoqués à ce stage, ce sont des joueurs qu'il a certainement dû superviser depuis un bon bout de temps. Ce n'est pas le fait du hasard qu'ils se retrouvent aujourd'hui en équipe nationale. Voilà, tout simplement, je voulais dire, laissons-le travailler. Cher Monsieur Belguidou. Non, moi c'est que, mon avis, c'est que depuis que Aouar a choisi l'équipe de France, les langues sont déliées. C'est-à-dire, c'est vrai que tout le monde aimait qu'il soit retenu avec l'équipe des Verts. C'était le fait qu'il soit venu en Algérie à un certain moment, qu'on avait annoncé qu'il allait être en équipe nationale. Il est venu assister à un match officiel. Donc mais tout le monde a parlé dans le vide et en fin de compte... Aujourd'hui, il a fait son choix. Et c'est son choix. Mais nous, on est les champions d'Afrique. On est la meilleure équipe d'Afrique. C'est-à-dire, on ne reçoit pas de leçons de quiconque. Et aujourd'hui, le sélectionneur, je pense qu'il fait un travail et les résultats ils sont avec lui. Et c'est pour ça que laissons-le travailler. On n'a pas le droit de lui donner des leçons. Je pense, ça c'est mon avis. Hein. On va voir ces statistiques dans quelques instants. On va suivre les statistiques à préparer donc, pour nous. Sarah Derbel, Smaïl Benkaïdia, vous aussi, on l'a suivi. Hein, Jamel Belmadi, on le connaît depuis son arrivée. C'est vrai que dès son arrivée, il a essayé d'imposer sa manière de voir les choses. Mais il reste quand même incompris, peut-être par certains. C'est un entier. Il n'y a pas de moitié chez lui. C'est quelqu'un qui va au fond. Moi, je crois qu'un entraîneur, et tout le monde le sait,
Un entraîneur, il y a les résultats qui parlent en sa faveur. qui parlent en sa faveur. Donc, Jamel a prouvé sur le terrain, en donnant une identité en peu de temps à une équipe qui était sans âme, à la dérive. Donc, déjà, c'est la première réussite. Seconde réussite, moi, j'aurais voulu, au lieu de parler de Awar, j'aurais voulu qu'on parle de Boulaya, qui a fait un excellent match. J'aurais voulu parler des joueurs qui ont été incrustés. Bon, il y avait quelques absences. Puis on voit que l'équipe a maintenu le même rythme, cette même grinta, cette même envie d'aller. Attention, le Nigeria n'est pas n'importe quel client. On a tendance à l'oublier peut-être. Mais attention, on a quand même gagné. Ça a été de justesse. Et puis, alors, si on parle de statistiques, 19 matchs sans défaite successivement, bien c'est déjà un record pour l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Laissez le bonhomme travailler. Et en plus, sur les 19 matchs, il n'y a que 3 buts encaissés, dont 1 sur pénalty. Voilà. Donc ça fait... Mais il est important. Moi, je vais prendre un petit peu la défense des journalistes et du corps. Écoute, je suis journaliste. Voilà. Non, on l'est tous. voilà. Voilà. Je ne jette pas l'opprobre sur mes confrères. Oui. Non, Je voulais souligner le fait que pour cette fois-ci, il n'y a pas eu de question hors sélection. Personne n'a posé la question sur Houssam Aouar et les joueurs binationaux. Et d'ailleurs, en fin de conférence, il était même étonné, Jamel Belmadi, en disant que, bizarrement, aujourd'hui, personne ne m'a posé la question sur Aouar. Mais bon, c'est moi qui vais en parler. Mais dans le sens pour dire que depuis... C'est vrai qu'à ses débuts, Jamel Belmadi a rencontré quelques difficultés, que ce soit avec certains journalistes ou d'autres. Mais après, je pense que le climat actuel de la sélection et depuis avant même la Coupe d'Afrique des Nations, il est apaisé et les débats ont toujours existé et existeront. Donc à un moment, ils existeront toujours avec tous les entraîneurs. Jamais, puis c'est ça qui fait le charme du football, c'est qu'il y aura toujours matière à débattre et c'est pour ça qu'on est là et que lui, il doit aussi nous supporter. Mais je dois dire que Jamel, c'est quelqu'un qui a forcé le respect et par les résultats et par son travail. Donc le retour de manivelle, c'est que nous, laissons-le travailler. C'est ça notre rôle un petit peu de journaliste. On est là un petit peu pour fouiner et des fois il y a le retour de chercher la petite bête. Voilà, c'est ce que font les journalistes. Pas forcément. On va parler un petit peu de débat. Juste avant de vous redonner la parole, Saïd Fellek, on va aller suivre donc les statistiques de Jamel Belmadi dans ce sujet signé Salah Delben. On se retrouve juste après. Paris gagné pour Jamel Belmadi. Avec 8 nouveaux joueurs dans le 11 type et un nouveau schéma tactique, il réussit encore une fois à mener son équipe vers la victoire et poursuivre son invincibilité qui s'élève aujourd'hui à 19 matchs, malgré plusieurs changements opérés lors de cette rencontre. Des changements qui ne se limitent pas qu'au niveau de l'effectif, puisque même le système de jeu est passé du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec 2 récupérateurs et 100 sentinelles. Un nouveau schéma tactique qui a été appliqué correctement par des joueurs qui se connaissent depuis peu. Et en ce qui concerne l'effectif, le successeur de Raïs Mbolhi, en l'occurrence Alexandre Oukidja, a confirmé qu'il était un concurrent de qualité. Pour son premier test officiel, le latéral droit Hleimia, timide en première mi-temps, a dû attendre la deuxième période pour s'imposer et gagner tous ses duels défensifs. Taharat, de son côté, a démontré qu'il était parfaitement à la hauteur lorsque l'on faisait appel à lui. En milieu de terrain, la paire Belkabla et Abid a marqué des points. Les 2 récupérateurs évoluant pour la première fois ensemble se sont eux aussi bien débrouillés et ont gagné la bataille du milieu de terrain. Un joueur s'est illustré lors de ce match et a ébloui les fans des Verts. Il s'agit du milieu offensif du FC Metz, Ferid Boulahia, qui s'est distingué dans cette rencontre par ses dribbles et ses passes réussies. Ben Rahma, quant à lui, manquait de sang-froid. Même si la variable change à chaque sortie, la signature Belmadi reste la même. Saïd, une liste qui a peut-être un peu étonné tout le monde. Il y a des nouveaux, il y a du nouveau sans frais dans cette équipe nationale, dans 2 noms qui reviennent et qu'on en a parlé, que vous avez suivi, vous avez une carte de visite à nous présenter sur ces 2 jeunes joueurs. Bon, un effectif pas totalement chamboulé, je le disais, puisque Jamel Belmadi a fait confiance quasiment aux mêmes joueurs, excepté 2 nouveaux
joueurs, donc en l'occurrence Medioub Abdeljalil, défenseur central, et Mehdi Zelkan, donc milieu de terrain. On ne les attendait pas forcément, puisque c'est deux joueurs, disons, franco-algériens, et qui ont même une triple nationalité. Si on parle de Medioub, il est algérien, français aussi, tunisien. Donc, et pour Zelkan, il est de nationalité aussi marocaine. Donc, peut-être le challenge pour Jamal Belmadi et la fédération était de les convaincre et de les retenir avant même peut-être qu'ils ne soient piqués par les autres pays. Voilà. Donc à un moment donné, ils ont essayé de les convaincre, sachant que ces deux joueurs ont émis le vœu de rejoindre la sélection nationale. Ce que j'allais dire, c'est voilà. C'est ce que Jamal Belmadi demande à la plupart des joueurs. Exactement. Qui ont... Voilà. Donc ces deux joueurs, donc Medioub Abdeljalil, 23 ans, donc c'est un axial. Il joue actuellement à Tondela au Portugal, championnat du Portugal, mais il est prêté par les Girondins de Bordeaux. Donc ça dénote un petit peu de ses qualités. C'est un joueur qui a été formé à Bordeaux. À Bordeaux, hein. Voilà, La grande école de Bordeaux. donc pareil pour Mehdi Zelkan, donc joueur, donc je le disais, milieu de terrain, qui évolue cette saison à Bordeaux. Il a joué le premier match de la saison en tant que titulaire en Ligue 1, donc, mais pas de bol, au bout de 20 minutes, et il s'est fait exclure, puisque à l'aide de la VAR, donc c'était tout un tralala, donc il a été exclu. Donc après, il s'est blessé à l'entraînement. Et Jamal Belmadi, en conférence de presse, il a beaucoup encensé ce joueur en disant que c'était... d'ailleurs, il a de l'avenir. Il a de l'avenir, que c'était un joueur prometteur, mais qu'il n'allait pas forcément jouer lors de ces deux matchs en raison de cette blessure qu'il traînait. Donc il s'est rétabli, mais qu'il n'était pas à 100% prêt. Et que ce regroupement était l'occasion pour lui, pour ce joueur, même pour Medioub, de prendre la température du groupe, de voir un petit peu comment il allait se fondre dans ce groupe. Donc ces deux nouveaux joueurs seront peut-être d'un apport considérable à l'avenir, et on va attendre un petit peu quand la chance leur sera donnée. Donc, et en attendant, donc on a eu les deux joueurs, on les a écoutés, donc plutôt on va les écouter actuellement, donc puisqu'ils se sont exprimés justement par rapport à leur première sélection. On vous laisse justement écouter leur déclaration. Ça s'est plutôt bien passé, je suis content. On va continuer comme ça et on verra bien, Inch'Allah. En tout cas, je vais travailler, je vais tout faire pour, Inch'Allah. Et si on me donne la possibilité, Inch'Allah, je ferai tout pour la saisir. C'est une immense fierté d'être avec les champions de la CAN. Ils m'ont bien accueilli et alhamdoulilah, je me sens bien. Et j'espère montrer de belles choses. Il m'a dit qu'il avait regardé mes matchs pendant la préparation et que je lui avais plu. Après, c'est à moi de confirmer et d'être performant. Kawa, une manière de Jamal Belmadi de montrer donc aux supporters des Verts et de prouver aux Algériens, pratiquement à chaque regroupement, il y a de nouvelles têtes, on découvre peut-être de nouveaux joueurs, même si on a l'habitude de les voir jouer dans des championnats étrangers. Lui, il nous impressionne, il réussit à les faire venir en équipe nationale algérienne. Quand je dis réussi, il les incite à choisir la nationalité sportive algérienne. Ça, aujourd'hui, l'équipe nationale devient une référence. Après le trophée africain, ces joueurs-là, ces jeunes joueurs qui arrivent aujourd'hui en équipe nationale, viennent avec plaisir. Ils ont envie de prouver qu'eux également, ils peuvent éventuellement faire de grandes choses dans cette équipe nationale. Moi, je reviens un peu sur Medioub. Medioub me fait rappeler un peu le parcours de Krolichi. Nordin Kholichi, qui était d'ailleurs à Bordeaux, qui a fait ses meilleures années à Bordeaux. C'est un gabarit impressionnant, puisque je crois qu'il fait 1m94 ou 1m96. Donc ça peut être un apport extraordinaire dans le futur pour l'équipe nationale. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est que ce sont pratiquement tous des jeunes qui arrivent dans cette équipe. Donc Belmadi est en train de voir un peu en perspective. Il y a aujourd'hui les qualifs de la Coupe d'Afrique. En 2000, il y a la Coupe d'Afrique en elle-même, et puis il y a la préparation de la Coupe du Monde. Donc il est en train de tout faire pour essayer d'avoir un maximum de joueurs prêts pour ces compétitions. Et c'est pour ça qu'il est en train un peu d'élargir un peu son champ de prospection à travers les joueurs qui jouent en Europe. Et c'est une très bonne chose pour nous. Donc moi je suis quand même assez confiant pour l'avenir de cette équipe nationale. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se qualifier, il faut essayer d'aller encore cette fois-ci en Coupe d'Afrique pour essayer de la reconquérir une troisième fois.
et éventuellement faire une très bonne participation en Coupe du Monde. Moi, je suis pas confiant, mais je suis sûr et certain que ça va être des objectifs qui vont être atteints. Alors, on l'a peut-être un petit peu critiqué, il manque des joueurs locaux, certes, mais il a ce qu'on appelle, il a la réponse, ce sont des joueurs qui ne sont plus en activité depuis le mois de mars dernier, et il a tout à fait raison. Exactement, exactement. Et ça fait 6 ou 7 mois d'inactivité. Je pense que c'est trop pour une équipe nationale. Mais en même temps, le sélectionneur nous a épatés par ces jeunes de réservoir, ces jeunes recrues, ces jeunes internationaux. C'est pour ça qu'on a tous oublié aussi nos joueurs locaux, surtout avec cette pandémie où on a oublié un petit peu le football national. Mais avec cette équipe nationale, elle nous épate chaque jour. Hein. La concurrence, il a toujours prôné la concurrence au sein de l'équipe. C'est une des clés de la réussite. Ouais. Quand on sait qu'on n'est pas sûr de jouer, eh bien, on se donne à fond. Et je pense que c'est vrai que là c'est bien de fournir d'autres joueurs, du sang neuf. C'est ce qu'il faut toujours incruster à cette équipe. Et c'est pour se maintenir à un niveau. Ce qui est bien, c'est que les joueurs ont changé, le niveau de jeu n'a pas beaucoup changé. Sincèrement, on s'attendait à quand même un match assez catastrophique après 7 mois d'arrêt, 11 mois sans se retrouver. Donc on était un peu curieux de voir quel visage, quelle prestation. Ben là, sincèrement, on est agréablement surpris d'abord. Puis c'est bien de rester dans la dynamique des résultats. C'est bien de gagner, ça redonne confiance. Et puis, vous savez, quand une série se prolonge, ben on est toujours dans les records, même si Saïd rectifiait tout à l'heure, c'est 18, pas 19, mais c'est 19. Match, voilà. Parce que c'est un match que les locaux ont joué. Voilà. C'était pas une date FIFA pour le Qatar, mais c'est 19 matchs. Non, mais si on doit parler aussi de ce match face au Nigeria, il faut souligner une chose, c'est que l'état de la pelouse n'a pas été les 22 acteurs, encore plus la sélection algérienne qui pratique du football assez technique. Mais c'est bien, ils se sont adaptés et ils ont alterné, ils se sont basés sur les jeux longs, et ça c'est bien. Ça veut dire que les joueurs ont une faculté d'adaptation rapide qui leur a permis de se surpasser et surtout de dominer un adversaire très physique sur un terrain qui demande une bonne condition physique. Ce que je voulais surtout également souligner, c'est que maintenant il y a un style de jeu algérien. Voilà. Depuis, on l'a vu au fur et à mesure des matchs de Coupe d'Afrique, et puis tous les matchs amicaux qui ont été joués, le fameux match contre la Colombie, je crois que c'est le match référence absolument de notre équipe nationale. Maintenant, l'Algérie a un style de jeu. Bon, maintenant, il faut... On joue à l'algérienne. Voilà. On retrouve le jeu à l'algérienne, voilà, comme on disait avant. Il faut maintenant qu'on continue à le parfaire pour essayer d'arriver au plus haut niveau possible. Justement, alors le match face au Nigeria, ce n'est pas le premier match face à cette équipe du Nigeria, donc Saïd, on n'en est pas à notre première expérience face à cette équipe qu'on connaît très très bien. On le connaît très très bien, on a eu, voilà, on a eu pas mal de mésaventures avec cette équipe. Beaucoup de mésaventures. Oui. On n'a pas eu assez, il n'y a pas eu assez de matchs amicaux face il y a eu au total 18, passé 18, il y a 22 matchs au total, je crois, 9 victoires et 4 matchs nuls. Voilà, des matchs officiels. Voilà, exactement, donc il faut le dire, on n'a pas l'habitude de jouer cette équipe du Nigeria en amical. Et c'était un excellent test pour la sélection nationale, sachant que même du côté du Nigeria, on voulait absolument affronter la sélection algérienne. Gernot, une revanche. Voilà, une revanche. Il parlait de Gernot, le sélectionneur du Nigeria, parlait justement de cette ambition de son équipe de mettre à terme cette série d'invincibilité de c'était pas un match amical. Exactement. Sincèrement, dans sa tête. Et même Djamel Belmadi, il a eu, on peut le dire, il y a eu pas mal de sollicitations pour la sélection nationale. Énormément. Ça veut dire que l'équipe nationale s'est hissée à un rang où tout le monde veut jouer contre elle. Il y a eu la Belgique, il y a eu le Cameroun, il y a eu pas mal d'équipes européennes et aussi d'Amérique latine. Et Djamel Belmadi, parce qu'il voulait un match face à une équipe africaine, et le deuxième, un peu plus un match de prestige, disons, face à une équipe comme le Mexique. Qui nous ressemble, on en parlera après. On va parler du Nigeria. Donc le Nigeria, même Djamel Belmadi savait que la motivation des joueurs du Nigeria allait être, disons, à 100%, puisqu'ils auraient voulu un petit peu prendre leur revanche suite à cette élimination en demi-finale de Coupe d'Afrique.
Et ben finalement, Alors, ça a réussi pour la sélection algérienne, ça n'a pas Ah bah marché. oui, il y avait la même Allez. motivation, il y avait la même motivation chez les joueurs algériens. Bah oui. La bah oui, motivation, forcément. je ne sais pas si on doit parler de motivation chez la sélection C'est une algérienne. envie, puisque- c'est une envie. Voilà, c'est une envie. C'est- Et il faut souligner que le fait que le sélectionneur national a changé, a modifié un petit peu son équipe, en incorporant quasiment une équipe à 80% Inédite. Une deuxième équipe. Voilà, donc des joueurs comme Ben Rahma, C'est Boulaya. pas la première de Jamel Bah Belmadi, oui. pardon, parce que Il avait en fait en Coupe Coupe d'Afrique, d'Afrique, il avait fait, il avait sorti Là, une c'est équipe différent. bis. La Oui, Tanzanie, mais là, non, c'est pas ouais, pareil, ouais. c'est pas pas pareil. du tout. C'est pas voilà, c'est pas pareil. Pardon, mais moi je pense déjà, le fait d'affronter le Nigeria, c'est une motivation déjà. Oui. Et pour un passé récent, on évitait de jouer les dates FIFA. Et on a joué même à Sidi Moussa contre la Mauritanie. Alors, Voilà. Allez, retour sur cette première rencontre de préparation des Fennecs face à l'équipe du Nigeria dans ce sujet, signé Saïd Bouraïb. Un but aura suffi aux poulains de Jamal Belmadi pour conserver leur série d'invincibilité qui s'élève désormais à 19 matchs. Et c'est avec un 11 inédit que l'équipe championne d'Afrique en titre rentre sur la pelouse du stade de Klagenfurt. En effet, seuls 3 joueurs de l'épopée victorieuse en Égypte étaient titulaires et c'est l'un de Rami Ben Sebaini qui ouvrira le score dès la 6e minute de jeu. Le sélectionneur national affiche fièrement sa satisfaction. Je trouve que nos joueurs ont été quasi parfaits contre une équipe solide. On est venu chercher de la difficulté, on est venu chercher une équipe qui nous poserait des problèmes. On n'a pas trop posé, puisque la faute à nous, parce que nous avons été juste tactiquement, on a réalisé tout ce qu'on avait préparé cette semaine. Grâce à cette victoire, la sélection nationale rejoint le Nigeria en nombre de victoires, 9 partout et 4 matchs nuls. Une courte victoire, mais ô combien bonne à prendre. De quoi se préparer sereinement pour la rencontre de mardi prochain face au Mexique. Belguidoum, satisfait de ce match, de cette ouais, rencontre? ouais, très satisfait, sauf la pelouse où on était déçus de cette pelouse-là. Et là, ça me donne à poser des questions sur le choix du stade, du terrain. C'était pas évident. Déjà, Exact. trouver un endroit pour Le stade ce stage. A été changé déjà. Changé Exactement, au dernier moment, exactement. parce Voilà. que la première enceinte retenue, déjà, c'était une petite enceinte. Klagenfurt, c'était, 2500 places, oui, voilà, c'était un petit exactement. stade. Mais on a tendance à parler des stades du pays, de l'Algérie. Non, On en reparlera après. On en reparlera. Par rapport aux pelouses. On en reparlera. Finalement, même en Autriche, on a le même problème. Après. Alors, messieurs, donc sur cette rencontre, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Abdelnour, on va voir quelques images donc, de cette première mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir sur ce match des Fennecs face au Nigeria? En première mi-temps, on a vu deux phases. Le premier quart d'heure et les 20 premières minutes où notre équipe nationale a fait très bien débuter le match. Après le but, juste après le but, quelques minutes après, on a vu pratiquement le Nigeria prendre les rênes. Ils nous ont quand même posé pas mal de problèmes les 20-25 dernières minutes. Ils auraient pu même marquer un but. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que malgré les 8 joueurs qui ont été alignés, parce que si on reprend, même en comptant Oukidja, je crois que c'est son 2e match, on donnait quand même satisfaction. Évidemment, ce n'est pas le même niveau que, si vous voulez, l'équipe qu'on a l'habitude de voir. L'équipe type. Enfin, on l'équipe peut type, pas il n'aime parler pas d'équipe ce mot. type, Voilà, il voilà. n'aime pas ce mot. Même Jamel Madi n'aime pas. Il n'aime pas parler d'équipe type. L'équipe qu'on a l'habitude de voir jouer. Habituelle. Et là, bon, c'est des points que beaucoup de joueurs, je pense, 3 ou 4 joueurs, je ne vais pas citer leur nom, ont marqué beaucoup de points dans ce match-là. Et bon, on parlera, si vous voulez, de la seconde mi-temps, où le jeu était beaucoup plus équilibré. Et ce qu'il faut retenir à travers tout ça, moi, c'est un peu le style de jeu. Quel que soit le joueur qui est aligné, il rentre dans une organisation de jeu, il la respecte. On a vu, bon, mis à part 1 ou 2 erreurs défensives, tout le reste, tout avait été bien fait. Une charnière nouvelle aussi en défense. Voilà, c'était pas évident. Pas totalement nouvelle, puisque... Déjà joué. Oui, mais ça fait... Oui, puisque Belhamri avait pris la place par la suite de Taharat. Moi, je voudrais souligner, c'est vrai qu'en première période,
si on doit parler, si on fait une analyse du match, c'est vrai que le Nigeria, après, disons, l'ouverture du score de l'équipe nationale, très tôt, à 6 minutes, voilà, au bout de la 15e, 20e minute, voilà, la tendance était plus pour le Nigeria au terme de la possession du ballon. Mais il faut souligner aussi qu'il n'y a pas eu des occasions. Non, il y a eu 2-3 tirs qui voilà, auraient pu, pas très net. Hein. Donc on n'a pas vraiment concédé d'occasion. D'ailleurs, même Djamel Belmadi en conférence de presse l'a souligné en disant qu'on a été assez fort, même sur l'homme défensivement, et qu'au final, Alexandre Oukidja n'a pas eu grand. Il était présent, il a assuré, même s'il n'a pas eu vraiment d'arrêt. Voilà, même pas. Je voulais également souligner, c'est qu'au niveau du Nigeria, moi, ce qui m'a attiré pendant ce match-là, c'est un peu la charnière centrale du Nigeria. Les deux défenseurs centraux ont été ça a été excellent. Ils ont fait un match pratiquement très présent. Ils ont posé des difficultés à Delors, ils ont posé beaucoup de difficultés. Il y avait une très bonne complicité entre les deux centraux, et c'est ce qui nous a un peu si vous voulez, freiner. Ce qui a permis, je crois, à un défenseur de marquer, parce que les deux centraux ont bien marché. Il a fallu que ce soit le latéral qui marque. Justement, à certains moments, on disait que l'équipe nationale n'était pas plaisante à voir jouer. Aujourd'hui, on a du plaisir à l'avoir joué. Non, sincèrement, là, je suis pas. À un certain moment, je dis. On dit, ça, c'est des matchs pour les puristes, pour ceux qui connaissent, qui apprécient le football. Parce que là, c'est vrai, c'est pas les poteaux qui renvoient, là, mais c'est un jeu stratégique. C'est qu'on empêche l'adversaire de venir, et puis là, on met des actions. Puis surtout, c'est une façon de jouer qui est devenue propre. C'est une identité. Maintenant, le jeu algérien, c'est un style qui est là, pratiquement qui est dominant. Ça, c'est bien. On est conquérant. On ne va pas pour limiter les dégâts, mais là, on va pour gagner. Puis, je pense que, sans se prendre la grosse tête, on a une équipe qui joue pour le prestige maintenant. Parce que c'est vrai que faire venir, non, c'est des joueurs qui viennent, qui veulent participer dans une équipe conquérante, gagnante, et puis qui a des résultats. Attention, le pari est difficile. Hein. Ouais, c'est parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On est pratiquement une des meilleures équipes africaines. Il faut continuer sur le même standing. C'est très difficile. Et s'améliorer davantage. C'est très difficile de maintenir cette cadence et surtout une année sans se voir. Et jouer de la même façon, c'est encore mieux. C'est là le mérite. Je voudrais, Hakim, avant de laisser la parole à Farouk, je voudrais parler un petit peu, on parlait des nouveaux joueurs, mais on doit aussi revenir aussi sur les matchs par exemple, d'un joueur comme Hleimia, qui faisait quasiment sa première titularisation, sa première conférence. Voilà, mis à part la première mi-temps où il a été un petit peu mis en difficulté, mais en deuxième période, il s'est libéré, donc il a su même offensivement participer. En Boulahia, étincelant. La paire aussi, aussi le Abid et Belkhabla. Parce que stopper. Ben Nassar était. On lui a changé de poste en plus. Exactement. Donc, c'est deux joueurs qui ont su stopper un petit peu cette équipe du Nigeria qui physiquement elle imposait. Hein, donc il faut bien souligner, avec un terrain, on en parlait, assez compliqué. Donc il y a eu franchement pas mal de satisfaction, de bonnes choses pour le coach national en attendant ce match face au Mexique. Non, mais même le Nigeria, il avait une petite revanche aussi, hein, depuis la demi-finale. Oui. En plus, notre équipe, on n'a pas senti les nouveaux joueurs arriver à l'équipe. C'est-à-dire c'était le même mot. Comme si ces joueurs-là jouaient ensemble depuis longtemps. Comme il a dit, c'est que même cet arrêt depuis presque une année qu'ils n'ont pas joué, avec d'autres joueurs qui sont venus, des nouveaux joueurs, on n'a pas senti de différence. Quand l'équipe est en confiance, c'est ça il y a Kawa qui peut en parler peut-être mieux que moi. Quand on a une équipe qui est en marche, quand il y a cette confiance, même quand il y a un nouveau joueur qui débarque en sélection, il rentre dans le moule, dans le bain. Là, c'est différent. Quand il a dit un nouveau joueur, mais quand il y a un effectif qui est en train de jouer et puis on incorpore un ou deux nouveaux joueurs, là, on a toujours tendance à dire tiens, ils sont rentrés, ils peuvent. Mais là, c'est pratiquement 8 joueurs. Oui, là, on oublie. Hein. On oublie qu'il y a beaucoup de joueurs. Voilà. C'est pour ça, c'est la magie, ça, c'est la griffe de Non, magie. mais ça veut dire celui qui rentre. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qui est fait en un laps de temps. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais été dans cette équipe nationale. Qui viennent pour la première. Voilà, ils se retrouvent avec 4-5 jours de stage.
Et jouer le Nigeria. Voilà, et jouer le Nigeria. Le Nigeria, entre parenthèses, il faut souligner qu'ils ont été 6 fois en Coupe du Monde. Hein, rien que pour l'anecdote, voilà. Et c'était notre rival depuis des années. Demi-finale de Coupe d'Afrique. Ils nous ont empêchés d'aller en Coupe du Monde. En plus, donc il faut le souligner. Et là, donc, moi je pense que c'est une prouesse hein, pour en si peu de temps mettre les deux. Voilà. Ça, c'est battre et surtout l'empêcher de jouer. Allez. Ils n'ont pas pu développer leur jeu. Justement, vous étiez en train de parler de ces nouveaux joueurs qui sont arrivés en équipe nationale, de ces joueurs qui ont apporté du sang neuf au vert et qui ont permis à Djamel Belmadi d'entrevoir hein, d'autres possibilités, d'autres schémas tactiques et puis éventuellement la deuxième équipe hein, donc, qui se profile. Qu'a dit Djamel Belmadi après cette rencontre face au Nigeria? On écoute et on revient. Je pense à Mehdi Abed, je pense à Haris Belkebla qui ont fait un travail dans le cœur du jeu énorme, de pressing, de harcèlement, répondu aux défauts physiques et puis techniquement très propre. Ensuite, il y a Saïd Benrahma, il lui manque aujourd'hui le but. Il a été très en vue, surtout sur cette deuxième mi-temps. Un petit peu brouillon sur certains moments, mais dans l'ensemble très percutant, très dangereux, toujours à amener le... Il lui manque pas grand-chose pour marquer son premier but. Je ne sais pas s'il a bien rendu de l'or, c'est important de souligner. Enfin, un très gros match. Beaucoup de courses, il a harcelé ses joueurs, il lui manquait que le but, voilà ce que je lui ai dit. De Boulaya, qui pour moi a été aussi très intéressant aujourd'hui. Voilà. Donc, tout ça, Reda Helmia qui a eu une première mi-temps un peu délicate dans l'utilisation du ballon. Pas trop dans l'aspect défensif, mais dans l'utilisation du ballon, mais qui en deuxième mi-temps a relevé le niveau. Et puis c'est un peu normal, il y a beaucoup d'appréhension, un peu de pression, même si on a essayé de le tranquilliser sur ce match-là. Donc voilà, dans l'ensemble, très satisfait de mes joueurs. Voilà donc, très très satisfait de ses joueurs. Donc en gros, il a eu raison de leur faire confiance ou de les essayer. Voilà, ils ont donné satisfaction. Ils ont donné satisfaction, pardon. Donc, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que peut-être un joueur comme Andy Delors, qui a fait un grand match, hein, il faut le souligner, il était très présent. Voilà, très présent. Mais je pense qu'il n'a pas vraiment saisi la chance aujourd'hui pour réellement concurrencer un Bounjah. Au terme de ce match, on est forcé de le dire que Bounjah va rester le numéro 9 de la sélection. Il sera l'avancement titulaire de Djamel Belmadi. Je pense que Delors, il aurait dû profiter de cette rencontre pour se mettre en évidence et marquer ce but, même s'il a réalisé un très bon match hein, dans l'ensemble. Donc par rapport peut-être aux statistiques... C'est vrai qu'il a fait un grand boulot. Il a fait un boulot énorme, Andy Delors. Mais comme je l'ai souligné tout à l'heure, la charnière centrale du Nigeria était très présente. Il était sevré de ballon aussi, voilà. Il n'y avait pas assez de centre. Voilà, donc, si on doit lui trouver des ce que je retiens un peu de tout ça, c'est un peu les déclarations du coach, parce que c'est important. Lui seul, maintenant, peut jauger un peu le niveau de ses joueurs. Et je pense qu'il a une... C'est vrai qu'à travers une victoire, on est toujours satisfait. Mais maintenant, le contenu du jeu qui a été fourni par les joueurs, c'est ça qui est plus intéressant pour lui. Donc, je pense que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de dates FIFA où on peut se préparer. Donc maintenant, les prochaines échéances, ça va être directement les matchs de qualif de Coupe d'Afrique. Donc ça a été une occasion pour lui contre le Nigeria de pouvoir jauger un peu tous les joueurs les nouveaux joueurs qu'il a sollicités. Et c'est tant mieux s'il y a une satisfaction aujourd'hui. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis serein quant à l'avenir de l'équipe nationale. Quand on ramène des joueurs qui ont 23, 24, 25 ans, je pense que d'ici les prochaines échéances, ils seront prêts. Et puis il y a une relève. Il y a certains joueurs qui aujourd'hui peuvent encore peut-être donner en Coupe d'Afrique et éventuellement en Coupe du Monde. Il faut penser à la relève et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de préparer. Justement, Djamel Belmadi a insisté sur ses objectifs pour cette équipe nationale. C'est vrai. Ça a peut-être un petit peu choqué certains. Son exigence, c'est ce que veut faire Djamel Belmadi. On l'écoute et on en reparle juste après cette déclaration concernant son objectif et sa vision de l'équipe nationale. Écoutez Djamel Belmadi. Une chose qui est très importante pour moi, je l'ai dit depuis très longtemps, je veux qu'on soit une équipe difficile à jouer, très difficile à jouer. On ne gagnera pas tous nos matchs, c'est sûr. Un jour viendra, on perdra, mais même quand on perdra, je veux qu'on perde, que l'équipe adverse souffre
souffre et voilà, arrache une victoire contre l'Algérie difficilement. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis chez nous. Et il faut continuer comme ça. On marque des buts, on en encaisse peu. Bon, ce soir, on en marque un. Je pense qu'on aurait pu peut-être être plus précis sur le dernier geste, des dernières passes, des avant-dernières passes. Un peu de précipitation sur ça. On a des situations où on peut voilà, sur le dernier centre, la dernière passe, être plus précis, parce que c'est le haut niveau. C'est contre ces équipes-là qu'on doit jouer, c'est contre ces équipes-là où on progresse et on montre que voilà, on domine, voilà, on veut dominer le continent africain, on n'a pas peur de le dire. Je l'ai dit lors de ma première conférence de presse. C'est pas aujourd'hui où on est champion d'Afrique où je vais changer mes propos. De facto, justement avec ce titre de champion d'Afrique. Il n'y a pas à se cacher, je ne me suis jamais caché quant aux ambitions. On est là, j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir donner l'opportunité à d'autres joueurs de jouer. Aujourd'hui, c'est la grosse satisfaction. Il a toujours eu des objectifs peut-être qui nous faisaient peur. Il avait dit « Je pars en Coupe d'Afrique pour décrocher le titre ». Aujourd'hui, il dit « Je veux que l'Algérie soit sur le toit de l'Afrique et le reste ». Il a des objectifs quand même qui font peut-être... On n'y croit plus, parce qu'on nous a tellement promis qu'on a attendu 29 ans pour avoir le deuxième titre africain. Enfin, alors... Et là, ça se voit, la grinta du coach, il a placé la barre très haut. Et là, quand je le vois parler, c'est que je vois un supporter d'équipe nationale en premier. C'est comme nous, hein, on aime notre équipe nationale. Et lui, apparemment, c'est la même chose. Sauf que lui, il voit mieux que nous, sincèrement. Mais quand on voit notre équipe nationale et un entraîneur pareil parler de notre équipe nationale, on est hyper fiers d'avoir une équipe nationale. Maintenant, on parle de quota mondial avec cette équipe. C'est pour ça qu'on est heureux et satisfait avec ce sélectionneur. Ismaël, il a aussi déclaré que ses choix sur les sparring partners, il ne veut pas de petites équipes, il veut des équipes qui nous causent elles aussi des problèmes. Il a parlé du Nigeria, il a un peu parlé du Mexique le prochain match. Il veut de la difficulté, parce qu'il a dit, il a répété, il a souligné, c'est dans la difficulté qu'on progresse. Et là, c'est pour ça le choix d'abord du Nigeria, c'est pas n'importe quel client. Deuxièmement, le Mexique, qui nous ressemble, et on est à peu près sur la même courbe. En plus, le Mexique, nous, on a un jeu latin à peu près, latino aussi, dans cette ambiance. Donc je pense que ça, on va être très proche. Moi, je voulais revenir un peu sur l'histoire, parce que c'est important de dire. Après la Coupe d'Afrique de 1990, notre première CAN, après c'était une débâcle. Il faut le dire. On a été humiliés. On n'est pas resté sur le même style de jeu. On s'en souvient, la débâcle de Ziguinchor. La débâcle de Ziguinchor, c'est notre paire de manches. Oui. Je suis bien plus. Il en connaît un rayon. Je suis parce que j'étais à l'époque dans le Très bien. C'est une autre. Très bien. On peut en parler la prochaine fois. Mais bon, c'est pas sur des raisons. Mais quand je fais le constat, nous, les journalistes, on fait le constat. Après un titre, généralement, on l'a vu, plusieurs grandes équipes, eh bien, sont en déclin. Et oui, là, on a l'impression qu'on est resté sur la même dynamique, que l'on va aller très loin encore, que l'on est sur le podium et on est sur le toit africain pour encore un bon bout de temps. Si on revient sur 90, on peut parler de 2010-2014. Après la Coupe du Monde 2014, on se qualifie pour la première fois en huitième de finale et par la suite... C'était le match. Après chaque... c'était comme ça. Et 2 ans après, on n'arrive même pas à battre des petites... C'est ce que j'allais dire, c'est qu'après chaque titre, chaque grande performance, voilà. On s'attend à un déclin, une petite baisse de régime, la retombée. Enfin, on descend un peu du nuage. Mais là, on est encore sur le nuage. Alors, ce qui est important à travers tout ça aussi, c'est la stabilité. Si l'équipe nationale a périclité pratiquement de très bons résultats, il n'y a pas eu de continuité. Aujourd'hui, Belmadi est en charge de cette équipe. Ça va faire 2 ans qu'il est au niveau de l'équipe. Et je pense qu'il va encore durer plus longtemps. C'est tout le mal qu'on souhaite. Je voudrais juste souligner, c'est seulement 2 ans. 2 ans. C'est seulement 2 ans. Oui, en 2 ans, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour ne pas faire attendre notre interlocuteur qui est avec nous, nous avons le plaisir d'avoir en direct des Pays-Bas au téléphone le chargé de communication ou le responsable communication de la fédération, Salah Bey Aboud, qui était avec nous durant toute cette période de Coupe d'Afrique. Vous êtes sur place en compagnie de l'équipe nationale pour préparer cette deuxième confrontation et ce deuxième match face au Mexique. Salah Bey, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, à toi particulièrement.
et à tous les invités. Eh ben, merci à vous. Alors, comment ça se passe aujourd'hui pour la préparation de l'équipe nationale après ce déplacement d'Autriche vers les Pays-Bas et comment se peaufine la préparation des Verts avec aujourd'hui une séance d'entraînement avant la rencontre de mardi face au Mexique? Au moment où je te parle, Hakim, on vient de regagner le lieu de résidence de l'équipe nationale, donc l'hôtel. Ça fait même pas 3-4 minutes. Donc il y a eu une séance d'entraînement qui a débuté 16h30 heure néerlandaise, qui a duré pratiquement presque 2 heures, avec la présence de tous les joueurs, donc tout l'effectif qui était présent, contrairement à hier où l'équipe s'est entraînée avec seulement 11 joueurs, puisque le staff technique et le sélectionneur national a préféré laisser au repos les joueurs qui ont pris part au match contre le Nigeria. Et donc aujourd'hui, ça a été une séance bien pleine, où l'aspect tactique a pris le dessus sur le reste. Donc c'est clair, puisque maintenant les joueurs et le staff sont rentrés carrément dans la préparation du match contre le Mexique. D'ailleurs, ce matin, il y a eu une séance vidéo où le staff a décortiqué déjà la façon de jouer de l'adversaire, en s'appuyant notamment sur le dernier match du Mexique contre les Pays-Bas. Voilà, donc on est pratiquement dans le match du Mexique, donc tout se prépare convenablement. Et je pense que le sélectionneur apportera quelques changements notables dans l'effectif, puisqu'il a laissé sur le banc des joueurs de la trempe de Ferrouli, Benasser, Benedjer, Mboulfi, etc. Donc voilà, l'équipe se prépare dans d'excellentes conditions, mis à part qu'il fait un peu froid, et c'est bien, ça pique un peu les jambes. Et c'est les Pays-Bas, c'est normal. Justement, l'équipe nationale a été peut-être un petit peu trop encensée par la presse mexicaine au vu du match face au Nigeria. Comment est-ce qu'on prend la chose du côté du staff technique, du côté de l'entraîneur et des joueurs? Non, d'abord, il faut dire que chaque match a sa réalité, a ses données, son contexte. Je pense que le match contre le Nigeria, c'était un match intense devant un adversaire africain qu'on a l'habitude de devoir évoluer, qui cherche également, qui avait quand même une petite revanche à prendre par rapport au match de la demi-finale de la Coupe d'Afrique. Donc ça n'a pas été un match facile, avec une équipe inédite alignée par le sélectionneur national. Et voilà, ça a beaucoup spéculé également sur l'état du terrain, mais à aucun moment je n'ai entendu le sélectionneur ou les joueurs parler de l'état du terrain. Donc ça a été un match très tactique, très engagé, où il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais je pense que l'équipe nationale a bien géré son match. Elle n'a pas été vraiment inquiétée, c'est ça le plus important. L'arène qui va accueillir cette rencontre, cette confrontation Algérie-Mexique ou Mexique-Algérie, l'état du terrain, puisque vous en avez parlé, hein, on avait un petit peu critiqué peut-être le terrain où avait joué l'Algérie face au Nigeria. Pour le prochain match, c'est un autre standing complètement différent. On critique les terrains, mais je pense que l'équipe a l'habitude de jouer en Afrique sur des terrains plus lamentables que celui-là. Mais comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants, à aucun moment je n'ai entendu ni le sélectionneur, ni les membres du staff, ni les joueurs, encore moins les joueurs, parler de l'état du terrain face au Nigeria. Donc ça a été beaucoup plus... Tout le monde avait le guidon, la tête dans le guidon du match, et tout le monde était concentré beaucoup plus sur le jeu, sur la façon de jouer, etc., que sur le terrain. Espérons maintenant que l'état du terrain où se jouera Mexique-Algérie sera encore meilleur, pour voir d'autres facettes, d'autres façons de jouer de l'équipe nationale sur un meilleur terrain, quoi. Eh ben, pour la dernière question que je vais vous poser, Salah Bey, pour l'instant, pas de bobo, tout le monde est au beau fixe, tout le monde se porte bien, et puis pour l'instant, on craint rien pour personne. Ben, alhamdoulilah, tout à l'heure, j'étais à côté du docteur Bouglali qui appréhendait un peu les séances d'entraînement d'avant-match. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien terminé, tout le monde était sain et sauf. Demain matin, on a des tests Covid en prévision de la date de départ de tout un chacun des Pays-Bas. Mais sinon, mis à part ça, tout le monde va bien, alhamdoulilah. Eh bien, écoutez, on vous souhaite très très bon courage et bonne continuation et très très bon match. Donc, on rappelle que la rencontre se jouera donc ce mardi à 20h heure algérienne. Ce sera en direct sur la chaîne nationale à 20h30, donc 21h30 heure des Pays-Bas. Et ce sera à 20h30. Et puis, au plaisir de vous retrouver, bien sûr, parmi nous, Salah Bey. Tout le plaisir pour moi. Et puis, croisons les doigts pour un bon résultat pour notre équipe nationale. Et une 20e victoire, Inch'Allah.
Ah ben pourquoi pas. Eh ben, Inch'Allah, merci beaucoup. On joue le champion de la CONCACAF, donc Voilà. c'est un peu un match de prestige entre le champion d'Afrique et le champion de l'Amérique centrale. Eh ben, on vous remercie énormément, Monsieur Salah Bey. Donc, on rappelle, chargé de communication de la fédération en direct avec nous des Pays-Bas, où est l'équipe nationale qui prépare son prochain match face au Mexique. Ce sera, on le rappelle encore une fois, mardi prochain, 20h30 heure algérienne. Ce sera sur la chaîne nationale Mexique-Algérie. Une belle affiche pour les puristes du football, Saïd. Exactement. Le soulignait tout à l'heure notre ami Ismaël Belradia, l'équipe du Mexique, elle est invaincue, elle aussi, depuis 20 matchs. Hein, donc, qui va... Et en voilà. plus, ils sont champions. Ils Donc, sont ce que tu viens champions. de dire, Donc, voilà, ça sera une confrontation assez attendue. C'est vrai que on a un style de jeu qui se ressemble entre les deux sélections à peu près. Donc, ça sera... Et Jamal Belmadi le sait, donc il a laissé sur le flanc, disons, l'équipe type se reposer pour être prête face à cette équipe du Mexique. Ça ne va pas être facile, mais on aura une belle opposition. Voilà, une belle opposition. Une belle opposition. Exactement. Deux styles proches, deux équipes qui sont sur la même courbe, deux équipes qui ont la même motivation, c'est-à-dire rester encore invaincus. Je pense que là, ça sera un très beau match. C'est un style différent du Nigeria. Nigeria, c'est plus autre physique. chose. Là, c'est autre chose, c'est technique. Donc, un jeu qui se ressemble. Donc, on devrait assister à un excellent match. Vous savez, personnellement, moi, j'ai toujours vu que les équipes techniques réussissent à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que on n'est pas très loin. Hein. Nous, notre football, il est très latino. Et les passes courtes, on laisse un peu de liberté le génie aux joueurs de faire la différence dans les duels. Donc, je pense c'est un beau match. Hein, depuis longtemps, la sélection algérienne n'aimait pas trop affronter ces équipes africaines qui étaient très dures à jouer, rapides en contre-attaque. Donc là, ça sera une confrontation assez semblable. Technique, on va dire. Un peu plus technique que physique. Voilà. Je pense que ça, c'est le haut niveau aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne fait pas de différence. On est les champions d'Afrique. Eux, c'est les champions CONCACAF, je pense. Et aujourd'hui, peu importe le style, c'est qu'on est présent, on a une grande équipe, un grand entraîneur. Et on va voir un grand match, je pense, contre le Mexique. Allez, tout de suite, on va l'écouter. Donc, Jamel Belmadi qui revient sur cette deuxième confrontation et ce match face à l'équipe mexicaine mardi. Et on se retrouve juste après. On va tomber contre une équipe, alors pour le coup, très vaillante, une équipe qui presse quasiment sur toutes les parties du terrain, qui va nous imposer une intensité de jeu et un pressing constant, partout sur le terrain. Donc c'est ça qu'on est venu chercher, on est venu chercher la difficulté, on est venu chercher pour progresser et répondre à ces données d'équipe hyper organisée, hyper cohérente, qui, je vous dis, vraiment s'il fallait les qualifier, c'est une équipe qui te met un pressing de chaque instant. Et voilà, il va falloir trouver des solutions pour ça. Il va falloir trouver des solutions pour ça. Une seule confrontation, c'était juste avant la Coupe du Monde de 85. L'Algérie a rencontré le Mexique. Ça sera la deuxième confrontation dans l'histoire de ces deux nations, Algérie-Mexique de mardi. Kawa Abdelnour. C'est vrai qu'on a, de par le passé, on s'était habitué à jouer contre des équipes sud-américaines, à l'image du Pérou, à l'image de beaucoup de... La Colombie. Bon, la Colombie reste pour moi un match référence. Aujourd'hui, après la Colombie, on joue le Mexique. Il ne faut pas oublier que la Colombie était classée 11e mondial. Donc on a réussi pour un coup de d'essai, ça a été un coup de maître. On a joué aussi le Chili. On a joué le Chili en Coupe du Monde. Hein. On a joué le Brésil. Mais là, en match amical, j'espère que le match contre le Mexique, on va pouvoir tirer beaucoup d'enseignements, surtout pour jauger un peu notre niveau aujourd'hui. Sur un plan mondial. Absolument, sur un plan mondial, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'espère que ça sera un très beau match. Et pourquoi pas une énième victoire. Oui. Allez, juste avant de clore cette partie consacrée à l'équipe nationale, donc les Verts, les Fennecs, Saïd, un mot sur la question qui reste posée aujourd'hui. Certains joueurs n'ont pas été convoqués en équipe nationale, à l'image de Slimani, Ounes, Belaïli. La raison, tout le monde la connaît, ce sont des joueurs qui sont en attente de signature. Pour certains, tant mieux, hein, mais pour d'autres, ça reste le point d'interrogation.
En effet, Hakim, donc il y avait des joueurs qui n'étaient pas plutôt compétitifs, donc ça c'était un petit peu attendu leur non convocation. Donc si on doit parler de Jamal Belhamri qui avait des soucis avec son ancien club du Shabab d'Arabie Saoudite, mais qui vient. Non, je parlais de Belhamri, Shabab, voilà, qui vient de signer quand même à l'Olympique Lyonnais. C'était la grosse surprise et la belle surprise de ce mercato côté vert. Il y a Ounes qui a trouvé un point de chute à Cagliari, en Italie, toujours en Serie A. Et si on doit parler de Bellaili qui reste toujours sans club, puisque en raison de sa situation aussi un peu compliquée avec l'Ahli de Jeddah. Mais a priori, il est actuellement libre de tout engagement. Il a encore peut-être une opportunité de signer dans un club peut-être européen jusqu'au 16 octobre, puisque les joueurs, rappelons-le, qui sont au chômage peuvent encore signer en Europe jusqu'au 16 octobre, donc le mercato est encore ouvert pour eux. Voilà, reste une semaine quasiment. Et on doit parler aussi un petit peu de Brahma qui devrait logiquement signer à West Ham selon la presse britannique, et Slimani qui devait quitter encore une fois cette équipe de Leicester, puisque l'entraîneur Brentford a priori ne veut pas de lui, mais finalement il n'a pas su trouver un point de chute. Il faut souligner que pour Slimani, même s'il avait eu quelques sollicitations, le problème qui se pose avec Slimani, c'est que son salaire reste assez élevé. Donc, ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent se prétendre arracher Slimani, même si ça reste une valeur sûre. Et sachant que Slimani arrive en termes de son contrat avec Leicester, donc c'est la dernière année, mais a priori il va jouer cette saison avec Leicester en Première Ligue, peut-être l'occasion pour lui de rebondir là-bas. Également Razel en Turquie qui a signé à Beşiktaş. Voilà, Beşiktaş, ça sera un bon club pour lui. On connaît la ferveur du championnat turc. Après, Razel, on a joué à huis clos, sans public. Voilà, par rapport à l'aspect du jeu en Turquie, il va retrouver Ferrouli. Voilà, il va retrouver Ferrouli, exactement. Même si Ferrouli n'est pas certain. Voilà, il est aussi sur le départ. Mais dans l'ensemble, c'est un mercato assez réussi pour les joueurs de la sélection. Et je le redis, donc actuellement, Belhamri, il faut le dire, c'est l'un des meilleurs transferts pour l'équipe nationale. Même s'il n'a signé qu'un an, mais ça sera à lui de prouver sa qualité. On va dire, exactement, ça sera à lui de... C'est un grand challenge pour lui. Oui. À 30 ans, de signer en France, dans un grand club français, ça n'est pas donné. Et là, c'est, pour une fois, on doit le dire, que c'est la sélection nationale, à présent, qui devient une vitrine pour ces joueurs-là. C'est une rampe de lancement. Exactement. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, il y a une année, c'était pas le cas. Donc, des joueurs pour revenir sur les joueurs comme Medioub, Zerkan, actuellement, ou d'autres, ont tout intérêt peut-être à choisir la sélection algérienne. Il faut souligner que ce qui est bien aussi pour Belhamri, c'est que c'est un défenseur. C'est rare de signer à 30 ans dans un club européen, parce qu'il va jouer en... donc c'est ça. Tout ce qu'on a dit sur lui, sur demi-finaliste de la Ligue des Champions. Lyon n'est pas n'importe quel club. Non seulement ça, mais ce qui fait club formateur. Non, beaucoup d'Algériens ont joué à Lyon. Ça, il faut le souligner. Voilà. Oui, énormément. Allez, c'était pour terminer cette partie consacrée à l'équipe nationale A. On va parler de l'équipe nationale des U20 qui, elle aussi, prépare donc les prochaines compétitions continentales. Les petits Fennecs, comme on les appelle, sont en stage depuis un bon petit moment. Notre journaliste Sid Ahmed, pas Saïd, depuis tout à l'heure je l'appelle Saïd. Sid Ahmed, voilà, Sid Ahmed Bouraïeb est allé à la rencontre du sélectionneur national et de cette équipe des U20 qui était à Sidi Moussa. Et il nous est revenu avec ce reportage. Porteur du ballon. C'est à pied d'œuvre que les poulains de Sabr Ben Smaïl poursuivent leur préparation. Plein d'envie et de détermination, ils ne ménagent aucun effort pour tenter d'arracher une place qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir passé le test et le protocole sanitaire, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de cas positifs. L'équipe est rentrée en stage, ça fait une semaine, qui va durer 20 jours. Il y aura d'autres regroupements pour l'objectif principal, la qualif pour la Coupe d'Afrique. Le coach national, et après avoir observé ses joueurs de plus près, semble très confiant et se donne pour objectif la victoire finale
ou au moins la deuxième place qualificative à la CAN. Nos chances, c'est intact parce que même les autres équipes, malgré que surtout la Tunisie et le Maroc, ils ont débuté le travail au mois de juin, mois de juillet. Mais nous, c'est-à-dire avec le programme qu'on a, c'est-à-dire depuis le confinement, depuis mars, toujours on envoie des programmes et en général, c'est-à-dire les joueurs, ils ont appliqué au moins 60 à 70% du programme. Les joueurs, pour leur part, sont prêts à relever le défi, et ce malgré la période d'arrêt due à la pandémie de coronavirus. Le staff technique a tracé un programme bien accéléré pour rattraper le retard. Les chances sont équilibrées et Inch'Allah, on sera les meilleurs dans ce tournoi. Nous, on est à 1000% pour remporter ce tournoi. Et Inch'Allah, yawfiqna Rabbi, Inch'Allah. À rappeler que le tournoi qualificatif se jouera en mini-championnat et regroupera, en plus du pays hôte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye et l'Égypte. La Mauritanie n'est pas là. Voilà. Il y a pour l'instant 4 équipes qui ont donc signé leur participation. Tant mieux pour les jeunes, même si on pense également aux autres catégories, hein, puisqu'il y a encore les U17, il y a encore les U15, il y a encore les filles qui n'ont pas encore débuté leur préparation, eux qui ont des échéances. Mais aujourd'hui, tant mieux d'avoir démarré par, on va dire, les équipes A. Comme en Ligue 1, hein, c'est les équipes A et c'est surtout les U20 ou les espoirs. Hein, je ne sais pas comment est-ce qu'on les... Mais c'est en fonction des échéances qu'ils ont. Hein. Maintenant, s'ils sont en stage, comme vous l'avez dit, ils préparent les tournois UEAF de l'UNAF. Également la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, je pense, oui. Donc c'est important qu'ils soient déjà à pied d'œuvre. Il ne faudrait pas qu'on arrive, comme on a souvent l'habitude de faire, de mettre une équipe en place juste la veille, une semaine avant une échéance africaine. Mais là, apparemment, c'est régulier. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un travail de fond qui se fait. Et j'espère que ça portera ses fruits. Ce qui est dommage, Farouk, c'est cette période de pandémie, c'est ce Covid qui a un petit peu empêché peut-être les autres sélections de pouvoir entamer leur préparation au vu des prochaines échéances continentales qu'ils ont à jouer. Comme je disais tout à l'heure, les U20 qui ont bien sûr leurs éliminatoires, ils ont encore un match important face à l'équipe marocaine pour les filles et j'en passe pour les autres sélections. Exactement, c'est un handicap aussi pour les stats techniques des différentes catégories de jeunes et des jeunes joueurs aussi. Ils ont un problème énorme. Et j'ai entendu l'autre fois M. Lassette dire qu'on a fait confiance aux techniciens des clubs, c'est-à-dire c'était par téléphone, ils appelaient pour avoir les meilleurs joueurs, parce qu'ils n'avaient pas le temps de voir les nouveaux joueurs. Alors ils travaillent beaucoup plus avec quelques clubs et pour gagner du temps. Et je sais pas, j'espère qu'ils ont gain de cause, j'espère, parce que c'est très difficile. Ismaël, aujourd'hui avec les académies de la fédération, ça va être beaucoup plus simple. Normalement. Oui, parce que quand on est dans une académie, on connaît les joueurs, on sait, c'est plus facile. La prospection est plus facile. Mais là, je ne sais pas, on risque de laisser... Je m'excuse, Ismaël. Il y a eu quelques joueurs qui sont passés par ces différentes étapes, à l'image un peu de Farhat. Je me rappelle, moi, à l'époque, il était avec Nobilo sur les U19. Ils avaient fait la coupe des pays arabes en Jordanie. Ils avaient fait quand même pas mal de matchs. Mais là, aujourd'hui, je reviens un peu à la formation. Parce que là, on parlait d'académie de la fédération. Mais moi, je préfère qu'on puisse parler d'académie des clubs. Parce que là... il faudrait qu'on y arrive. Il faudrait qu'on y arrive. Il faudrait qu'on y arrive. Et puis il ne suffit pas d'en parler. Il suffit aujourd'hui de se mettre à pied d'œuvre pour pouvoir au moins... on est en train de voir un peu tous ces joueurs, nos propres joueurs qui ont beaucoup de qualité et qui pratiquement s'émigrent. Je pense que c'est une question qui mériterait toute une émission. Parce que, vous savez, même, il faudrait aussi parler des académies qui fleurissent un peu partout, où on propose telle formation. Non, il serait intéressant aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Il serait intéressant aujourd'hui d'avoir un jeune joueur U15 qu'on puisse le répertorier puis le retrouver en équipe nationale quelques années après. Ça, suivre la trace. C'est l'idéal. Moi, j'ai juste quelque chose à souligner, c'est la prospection par téléphone.
C'est un peu mais aujourd'hui, il n'y a pas de championnat, John. Voilà. Alors donnez-moi des solutions pour ces techniciens qui sont à la tête des différentes équipes nationales. Je pense que les équipes de jeunes sont actuellement ciblées, ils sont ciblés, l'effectif est quasiment assez stable. Peut-être falloir parler un petit peu du suivi des entraînements. Je parlais de la déclaration de M. Lassette. Mais bon, ça mériterait une émission. En attendant également la reprise du championnat. Et la reprise beaucoup du de choses à championnat, dire. Beaucoup de choses. On va en parler dans quelques instants. C'est juste après le jingle, puisque tout est en train de se préparer par rapport aux différents clubs. C'est pas tout le monde qui a repris. Certains clubs ont pu reprendre le chemin des entraînements. Ceux qui ont la possibilité, d'autres sont encore en instance de préparer leur début de saison. On rappelle un championnat qui normalement devrait débuter vers la fin du mois de novembre. On en parle juste après le jingle. Allez, qu'est-ce qu'on concerne donc ce championnat professionnel de Ligue 1 avec 20 clubs cette saison, Saïd, les clubs se préparent petitement, chacun dans son petit coin. On essaye comme on peut de trouver et les endroits et la possibilité de faire son stage. C'est vrai que c'est pas évident avec cette période du Covid, puisque on le sait, on en parle. Certains clubs ont encore ce problème où certains joueurs sont touchés par cette pandémie. C'est plus le souci d'appliquer le protocole sanitaire qui un petit peu complique la tâche des clubs. Et on le disait même dans les coulisses, ça sera compliqué pour certains clubs, au vu de leur situation financière, d'appliquer à la lettre ce protocole-là. Donc, protocole sanitaire qui est très important et qui est incontournable. Exactement. Donc, si on doit parler un petit peu de ce protocole, il y a les tests PCR à effectuer chaque 15 jours, obligatoire bien évidemment, et 3 jours avant chaque match, qu'il soit amical ou officiel, en attendant donc la reprise de la compétition. Il y a le transport aussi à prendre en compte par rapport aux joueurs. Donc, il y aura désormais quasiment 2 bus par équipe. Par rapport à l'hébergement aussi, ça sera des singles pour chaque joueur. Voilà, chambre single pour chaque joueur. Ça reste entre parenthèses. Entre parenthèses, exactement. Donc ça va énormément chiffrer pour les clubs. Et quand on sait que si pour les clubs qui sont parrainés par les sociétés, les entreprises publiques, donc la question ne se pose pas. Mais pour d'autres, ça va être compliqué. Et ces clubs-là seront obligés de tricher à un moment donné pour disons, venir à bout de ce protocole qui risque un petit peu... Alors voilà. On se retourne vers lui. Non, mais sincèrement, aujourd'hui, c'est hyper difficile d'appliquer le protocole sanitaire, surtout pour les clubs démunis de financement, de moyens. Déjà le fait que les clubs ont commencé la reprise des entraînements, c'était le 20, je pense, le 20 octobre, le 20 septembre. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques clubs qui ont repris et il y a d'autres, surtout les démunis, qui n'ont pas pu reprendre les entraînements. C'était beaucoup plus un problème d'ordre matériel. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous voyez un club qui a tous les moyens et l'autre, il n'a même pas pour faire ses PCR. C'est un problème énorme pour nos clubs. C'est-à-dire, j'ai vu l'autre fois le club de Biskra, c'était sur intervention du Wali pour faire le PCR pour les joueurs. Mais est-ce que ça va se faire mais je pense que ça serait difficile qu'on pratique ou qu'on respecte ce protocole. Déjà, il y a un club aujourd'hui qui est en stage. Il n'a aucune application des protocoles sanitaires côté transport, chambre à deux. Je vous l'ai dit, il y aura de la triche pour beaucoup de clubs. Et ça manque de moyens. Et si on doit parler des clubs parrainés par les entreprises publiques, il y a le CRB par exemple qui a les moyens actuellement. Mais il vient d'arrêter son stage. Mais qui vient d'arrêter son stage. Donc, malgré des fois les moyens et des fois, on a ces... Qu'est-ce qu'il en est pour la préparation des équipes, donc pour l'entame de ce championnat? Saïd Fellek s'est intéressé donc à la préparation de certains clubs, des équipes de professionnels de Ligue 1. On suit le sujet et on en reparle juste après, puisqu'après on ira du côté de Constantine pour suivre la préparation du CS Constantine. C'est la rentrée des classes pour les joueurs de la Ligue 1 qui ont retrouvé le chemin des entraînements après un arrêt de 6 mois.
Une reprise qui s'est déroulée dans un contexte sanitaire toujours aussi difficile et dans des conditions draconiennes pour éviter toute propagation du virus. Nous sommes tenus de respecter les directives de la FAF concernant le post-Covid pour la reprise des entraînements. Donc nous avons prévu, avant qu'on commence les entraînements, que les joueurs fassent d'abord les tests RT-PCR qui ont été pratiqués ce matin. Après ce test-là, nous avons commencé à préparer le dossier PCMA. Nous avons fait des ECG, les échocardiographies et la pesée des joueurs, bien sûr. Sachez que tout le monde est concerné par la RT-PCR. Toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe sont concernées par la PCR. Physiquement, les joueurs peuvent s'adapter à la situation et retrouver rapidement leurs sensations. Mais c'est sur le plan psychologique, ça va être compliqué car le contexte est difficile. Un protocole sanitaire strict émanant du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et le Centre national de médecine du sport a été imposé aux différents clubs professionnels pour assurer une reprise en toute sécurité. La direction a tout prévu, que ce soit au niveau de l'hôtel, là l'école d'hôtellerie, en ce qui concerne la restauration ou les hôtels, il y a un joueur par chambre, donc avec tous les moyens, bien sûr, avec les antiseptiques, les désinfectants, parce que le protocole, il n'y a pas que porter une bavette ou la désinfecter, il y a d'autres choses, il y a les tapis désinfectants avant le petit déjeuner, donc il y a la prise à la température. Les clubs sont sommés aussi de désigner un Covid manager obligatoirement médecin, dont le rôle sera d'assurer le suivi du protocole sanitaire et d'alerter les autorités compétentes lorsqu'un cas positif est dépisté. Nous avons mis tous les moyens en termes de gestion de ce protocole sanitaire. Nous avons renforcé tout d'abord notre staff médical par un deuxième médecin qu'on a appelé manager Covid-19. Et nous avons aussi fait appel à un nutritionniste. Parce que, nutritionniste, ça rentre beaucoup plus dans le domaine de la prise en charge des joueurs en termes d'alimentation. Parce qu'après un arrêt de 5 à 6 mois, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris beaucoup de poids. Avant même le feu vert des autorités, la GS Kabylie était le premier club à reprendre les entraînements le 1er septembre, en effectuant un premier stage à Arbou. La reprise du championnat de Ligue 1 est programmée pour le 28 novembre prochain. Voilà donc pour ce qui était de la plupart des clubs. Qu'est-ce qu'il en est à l'est du pays? Ismaël Belkhaïdia, qui était à Constantine, s'est rapproché du CS Constantine avec le retour du nouvel entraîneur Abdelkader Amarani qui reprend les rênes de cette formation constantinoise. Qu'est-ce qu'il en est de la préparation du CSC? On suit ça avec ce sujet signé Ismaël Belkhaïdia. À l'instar des autres clubs du championnat, c'est une reprise des entraînements qui est un peu particulière pour le CS Constantine qui était à l'arrêt depuis 6 mois à cause du coronavirus, ce qui a obligé l'équipe à suivre un protocole sanitaire particulier. التحاليل الطبية تاع اللاعبين درناها يعني من جميع النواحي سواء au niveau de l'ophtalmo, dentiste, cardiologue يعني الدوسي ميديكال كومبلي باش حتى كي نبداو تدريبات ما نبقاوش ربما كل يوم نديو في لاعب المكان معين. الحمد لله يعني لي تيست خرجوا نيجاتيف يعني ما كانش حتى كا بوزيتيف. Cette intersaison n'a pas dérogé à la règle du club avec plus de 10 joueurs recrutés pour autant de joueurs partis. C'est vrai que c'est une mauvaise habitude au CSC puisque chaque intersaison, il y a 7 à 8 joueurs qui partent et donc autant qui arrivent en renfort. Mais j'espère qu'à l'avenir, nous ne ferons pas autant de changements pour gagner en stabilité et en cohésion. Pour ce qui est des joueurs qui ont été recrutés, ils répondent à des critères comme le jeune âge, 23 à 24 ans, et en plus, une petite expérience de jeu en Ligue 1, puisque la majorité ont joué en Ligue 1, à l'exception de 3 joueurs, puisque Amaran vient du CAB, Moqaddem et Mamri viennent du Wab Boufarik, mais sinon, eh bien, les autres ont autant de qualité pour évoluer en Ligue 1. Les nouvelles recrues ne manquent pas de motivation en dépit de leur jeune âge. J'ai choisi le CSC et c'est un choix du cœur.
et je me sens à l'aise en espérant donner le plus attendu. Moi, j'ai toujours eu envie de jouer au CSC, surtout avec la réputation de sa galerie. Grâce à une préparation entamée 2 mois avant l'entame de la compétition, le CSC compte faire une grande saison. Ismaël, vous le confirmez, le CSC qui est à Constantine pour Non, pas ça. à Constantine. À Tlemcen, pardon. Voilà, ils sont à Tlemcen et ils ont un match amical contre le Wydad de Tlemcen pour la fin de semaine. C'est jeudi ou vendredi. Juste une petite question. J'ai vu que le CSC a déjà joué un match amical il y a une dizaine de jours de cela. C'est bien ça. Oui, contre la sélection militaire de la 5e. Est-ce que c'était normal parce qu'il n'y a que le CSC qui a joué pour le moment un match amical. Il a joué 3 rencontres. Mais la GSK, au bout de quasiment un mois et demi. Après un mois et demi de préparation. Voilà, la technicien technicien, parce que, bon, d'abord, c'est contre une sélection militaire. Donc je pense qu'ils ont voulu faire plaisir à la sélection militaire. Voilà, et en plus... non, mais, vous savez, justement, le gros problème qui va se poser... La preuve, c'est incliné lors de ce match. Le gros problème qui va se poser pour nos équipes de première division professionnelle, c'est justement le temps de préparation. Après 6 mois de pratiquement d'arrêt, il est très difficile, même si on parle de 8 semaines, d'être au top en début de championnat. Vous savez que là, la préparation repart à 0. Généralement, quand on a une trêve hivernale ou même estivale. En plus, c'est un repos actif en plus. Voilà, c'est 2 semaines, 3 semaines, pas plus. Oui. Mais là, après 6 mois, il faut tout reprendre. Et qui plus est, il y a eu beaucoup de transferts. Alors là, on n'en parle pas. On pourra en parler la semaine prochaine puisqu'on recevra. Il faut garder les stats pour ce qui concerne les transferts. Non, mais c'est justement, je voulais revenir vers vous puisque vous êtes également là pour nous parler de ça. Vous êtes également le président de la commission d'homologation. Le championnat passe forcément par l'homologation des stades. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Monsieur Belguidoum, en ce qui concerne les terrains de football? On sait que l'Algérie a toujours eu un manque dans les infrastructures. La télévision algérienne a toujours eu un problème pour retransmettre les rencontres donc, de Ligue 1 et de Ligue 2. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui? C'est que la nouveauté cette année-là, c'est qu'on a associé la télévision algérienne dans la commission d'homologation des stades en la personne de M. Yazid Belkout, que je salue au passage. C'est qu'on a commencé notre travail, on a fait 9 stades sur la wilaya d'Alger. On a vu des stades... parce que c'est une commission déjà d'évaluation, parce qu'il y avait 2 commissions. Une commission qui a été créée par M. Le Wali d'Alger, qui regroupait et la Ligue professionnelle, Fédération, MGS, DGS, et une ligue d'audit des stades sous l'égide de l'AFP. C'est-à-dire qu'on a travaillé en étroite collaboration et on a vu des stades dans un état lamentable, sauf quelques stades peut-être. Et là, je vais parler aussi de l'aide qui va donner M. Le Wali d'Alger sur les stades de Bollorine, 20 août, et même le stade de Zéwi, ils vont faire une enveloppe et j'aimerais bien qu'ils rallongent aussi une aide pour le stade de Kouba parce qu'il a besoin. Nous, on a vu les stades, il y avait 3 stades pour la Ligue 1 et il y avait beaucoup de réserves de la télévision parce que l'année prochaine, ça sera très difficile de retransmettre des matchs de championnat. De certains stades. À l'image du stade Al-Harrach, à l'image même les réserves de la télévision, ils vont faire des problèmes pour l'homologation des stades. Alors c'est pour ça que par cette occasion, je dirais aux responsables des stades, les réserves de la télévision, ils seront indispensables. Ça veut dire que vous allez surtout les stades où vous avez eu déjà beaucoup de problèmes avec les techniciens, les caméras. La position des caméras, exactement, etc. Exactement. Justement, qu'est-ce qu'il en est sur cette homologation des stades? Notre ami Sid Ahmed Bouraïb a également fait un petit tour de ces terrains en compagnie de cette commission. On va voir ce qui se fait au niveau des stades qui ont été visités par cette commission et on se retrouve pour finir cette émission puisque on en est déjà à presque 1 heure de temps. Allez, on suit le sujet, on se retrouve juste après. Les indicateurs de reprise de la saison footballistique 2020-2021 commencent à se dessiner petit à petit. Et c'est du stade Omar Hamadi de Boulorine que la commission d'homologation a débuté les inspections.
le taux d'avancement des travaux de réfection des différentes structures du stade ainsi que l'état de la pelouse étaient à l'ordre du jour. Comme vous le savez, le stade de Boulourine est en plein travaux. Nous avons donc émis quelques réserves. Mais dès que les travaux seront terminés, nous procéderons à une autre visite. La commission d'homologation a aussi rendu visite au stade du 5 juillet. Et le moins que l'on puisse dire est que les travaux réalisés ont ravi les membres de la commission. Au niveau du stade du 5 juillet, l'avis de la commission est positive. Le stade renferme toutes les conditions requises. Actuellement, des travaux sont entrepris au niveau des vestiaires. Au contraire, le stade Ahmed Falaq de Hidra ne répond pas aux conditions requises pour le déroulement des rencontres de Ligue 1 et notamment les normes de retransmission TV. L'accès déjà le stade مش متاح لنا. Donc au départ, donc sans rentrer dans les détails, le stade Hidra, on ne peut pas faire un direct à partir de ce stade. Plusieurs stades attendent encore la visite de la commission d'homologation, seule instance habilitée à donner le OK pour le déroulement des rencontres. Il reste combien de stades à visiter? Tous les stades de la Ligue 1 et juste je rajoute que dans cette commission il y a aussi la nouveauté aussi il y a le médecin le docteur Bichari qui fait partie de la commission, c'est le côté médical et il nous reste tous les stades de la Ligue 1 mis à part les stades de la Wilaya d'Alger. À Constantine nous avons un grand problème puisque le stade Hablaoui va fermer pour rénover la pelouse et il y aura des travaux l'enceinte. Donc le stade Ben Abdelmalek Ramdan ne répond pas aux normes de retransmission. Ça veut dire que pour la saison prochaine, enfin les 2 prochaines saisons, parce que normalement les travaux vont durer plus d'une année et demie, ça veut dire que on ne pourra pas retransmettre les matchs à Constantine, parce que le stade Ben Abdelmalek, on ne peut même pas accéder au stade. Avec le car. Avec le car, ne peut même pas rentrer à cause, bien sûr, des travaux qui ont été faits autour, tramway, tout. On y reviendra longuement dans nos prochaines émissions et juste avant l'entame de cette nouvelle saison footballistique 2020-2021. Monsieur Belguidoum, merci beaucoup d'avoir répondu présent et puis on vous souhaite bon courage avec cette commission et puis avec votre travail au niveau de la Ligue professionnelle. C'est moi qui dois vous remercier. J'étais entouré de pléiades de grands monsieur, merci à vous. Ismaël Khadia, merci. Mais je vous remercie, puis j'espère qu'on le reverra à Constantine, parce que pour l'homologation du stade. Très rapidement, votre émission sera de retour également sur Canal Algérie. Voilà, oui, ça va reprendre, Sport Weekend reprendra juste avec l'actualité sportive dès que le championnat entamera. Nous, ça sera juste la semaine d'avant le début du championnat. Saïd Fellak, merci. Merci Hakim, rendez-vous la semaine prochaine. Dimanche prochain, même heure, même chaîne. Kawa Abdelnour également. Merci, j'espère que cette émission a été intéressante à plus d'un titre. Malheureusement, ça passe tellement vite qu'on n'a pas eu de temps. Ça fait quand même 1h30. Il y avait beaucoup de choses à dire. Bon, on a fait pratiquement le tour des questions qui ont été posées, donc j'espère que on a été complet. Voilà. Et voilà, et on sera encore plus complet la prochaine émission. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 d'avoir été avec nous. À leur tête, notre réalisateur, Mohamed qui était avec nous, notre script Youssef. Merci encore une fois à toute l'équipe de la Régie 7, à notre rédacteur en chef Mokhtar Hammani. Et puis pour finir, joyeux anniversaire.